Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Les présidentielles, c'est au mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer de ce mois de janvier au mois d'avril? Quels vont être les débats? De quoi vont vraiment parler les candidats qui auront les 500 signatures qui engagera donc leur candidature? La question se pose, on est en début d'année, on va aborder le sujet avec quelqu'un qui a un regard affûté sur la politique. Harry Grondin en parle dans Causement Rayonnais. Bonsoir Harry Grondin. Bonsoir. Alors les humanistes, comment ils vont? Ça va. Alors humaniste écologiste ou humaniste global? Humaniste global de France et d'outre-mer. D'accord. Donc on est tous humanistes normalement. Parce que je vois écologiste sur écologiste, l'humanisme englobe l'écologie. D'accord. L'écologie, ça existe avant nous. Aujourd'hui, je pense que demain, quand les gens vont comprendre la politique, que avant c'était le communisme, le capitalisme. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la mondialisation, mais moi j'appelle ça l'immondialisation. Donc il y a l'immondialisme et l'humanisme. Je sais pas. C'est une construction. Je ne sais pas si le mot que je vais utiliser est adéquat, mais on dirait qu'il y a un lissage du contexte, du paysage politique. La droite, la gauche, il y a plus tellement, on ne voit plus tellement la différence entre la droite et la gauche, du moins pour ce qui en reste de la gauche ou de la droite. Parce que ce qui existe, il y a une politique mondialiste et qui est vorace, qui prend tout aujourd'hui, et moi j'appelle ça l'immondialisme. Donc, et dans le mondialisme, c'est qui a amené le mondialisme? Les socialistes. Ils ont pas joué, et c'est surtout la chute du mur de Berlin en 1989 qui a permis, les digues ont rompu et le capitalisme a dit on a gagné, c'est la fin de l'histoire. On n'a pas compris, on n'a pas vu venir, mais c'est l'ensauvagement du capitalisme qui amène le mondialisme et qui amène l'immondialisme. Il y a aussi le fait que la chute du mur de Berlin en 89, c'est l'URSS qui disparaît. Voilà. Au fond, le monde, soi-disant le monde libre, il y avait le rideau de fer, ce qu'on appelait le monde libre, avait plus ou moins peur du monde de l'autre côté du rideau de fer, et ils pensaient pas que ça allait sauter comme ça. Même Mitterrand ne pensait pas, ça a bien éclaté. Même un pays que le maréchal Tito ne voulait pas aligner, la Yougoslavie, ne voulait pas ni être pour pour les Américains et pour l'Europe, ni pour le pacte de Varsovie. Un dictateur. C'était quand même un dictateur. C'était un communiste, et ils étaient quand même plus proches du communisme à l'époque. Oui, mais on voit bien que aujourd'hui, ces lignes qu'on mettait pour dire celui-là est à l'ouest, celui-là est à l'est, ce monde-là a disparu à partir du moment où il y a eu de la détente. Aujourd'hui, il y a un monde global. C'est un monde global. Et là-dessus, vous avez des gens derrière des ordinateurs et qui vont dire comment faire de l'argent un maximum sur le monde global. Donc, il n'y a pas de frontière. Donc, oui, mais le problème, c'est que ce monde-là, quand on le regarde, il en a l'impression qu'ils n'ont pas de sentiment pour l'être humain. Non, on agit sur l'homme comme on agit sur la matière. Ou sur la machine. Ou sur la machine, la machine plutôt. On peut faire un parallèle aussi avec, par exemple, mon métier de la clim. Par exemple, on a rendu un métier comme le nôtre qui était durable. Donc, c'était écologique parce que on disait que c'est pas écologique. Quand vous installiez une clim avant 2013, ça pouvait durer 20 ans. Ça durait 20 ans. Après 2013, on a fait une loi et maintenant, ça dure 2 à 5 ans. Et ça, c'est ça qui amène ça. Il faut gagner de l'argent. C'est l'objectif. Oui, alors ça c'est un élément important qu'a dit Harry Grondin. L'obsolescence du matériel, des machines aujourd'hui, ça c'est vraiment programmé aujourd'hui. Voilà, ça c'est oui. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de faire la même chose sur l'homme. Au fond, l'objectif de l'ensauvagement du capitalisme, de l'immondialisme, c'est d'observer le monde, se dire, par exemple, on va observer une population et on va dire combien d'argent. Vous avez une phrase terrible de BHL qui disait si on n'avait pas de vague migratoire, l'économie s'effondrait. Oui. Mais attention,
Mais comment on a créé la vague migratoire? On a attaqué un pays, on a tué des gens, on a mis le désordre, et on a la vague migratoire. Tu comprends? Donc tout ça, ça fait participe à cette immobilière. Donc les gens, pour l'instant, il y a une page blanche à écrire. Comment régler, essayer? Il faut imposer une politique pragmatique, préventive, inventive, humaniste, qui viendrait de l'humanisme, très simple, problème, une solution, comme dans une entreprise. Et donc voilà. Hein. Donc c'est un monde. Ça veut dire qu'au fond, ce que j'observe par exemple, la mondialisation, l'immondialisation, peu importe que le pouvoir d'achat des Français augmente, c'est pas le problème. Zemmour, lui, dit le grand remplacement. Mais lui, quand il pense grand remplacement, il pense grand remplacement par la religion, par l'islam. Non, c'est pas du tout ça. Le grand remplacement, c'est pas ça. C'est que on va tiers-mondiser la France. Et on va leur donner un minimum de pour que nous, puissants riches, on puisse toujours gagner de l'argent et que nos dividendes. On arrive au fond, on va tiers-mondiser l'Europe. Doucement. Au lieu de développer, par exemple, vous prenez Madagascar ou n'importe quel pays d'Afrique, pour créer des marchés, on aspire à la population et on tiers-mondise. Et comment? Par l'éducation. Là, j'ai reçu un texto des Amants qui dit le modèle asiatique, l'excellence éducative, japonais, machin. Mais ce modèle, c'était nous. Aujourd'hui, le modèle excellence de l'éducation a disparu. C'est fait exprès. Moi, je dis une éducation de prince pour tous les enfants de France. Il n'y a que les beaux quartiers, en passant par les banlieues chics parisiens. Là, ils ont l'éducation, l'excellence. Donc tout ça est calculé, tout ça est programmé. Mais il y a quand même un fait par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'éduquer la population et de la laisser la libre pensée. Il faut l'éduquer pour qu'il pense d'une certaine façon et qu'il aille dans le sens des affaires, de l'argent et qu'il soit au service des puissants. Voilà. Au fond, tout ce qu'on fait, c'est... tout le monde porte le même t-shirt, tout le monde porte le même Mac, tout le monde a le même iPhone. Donc, c'est... Un peu comme dans les grandes entreprises. Au fond, c'est un système communiste. Mais sauf... avant, au service du capitalisme. Voilà. Au fond, on disait, à l'époque, on était de l'autre côté du rideau, là, pas de liberté, parce que tout le monde s'habille pareil, tout le monde fait... Hein, mais sauf que le système communiste, ça rapporte à l'État. Tandis que là, ça rapporte à des personnes. L'État disparaît. Dans ce système-là... de toute façon, aujourd'hui, on le regarde, je veux dire, ce n'est plus l'État qui gère. Les gens qui représentent l'État sont placés par les hommes les plus riches et sont non pas au service de l'État et de la population, mais au service des plus riches. Parce que, ils repèrent les carriéristes, les ambitieux, et ils les poussent. Donc, la plupart de ceux qui ont les affaires de la cité, les affaires de la cité en charge, ce sont plus des politiques, ce sont des carriéristes. Donc, il faut que le politique reprenne son rôle. Il faut un rééquilibrage, au fond. C'est un rééquilibrage qu'il faut... C'est pas... on va faire la révision, vous ne pouvez pas lutter contre la globalisation, parce qu'il y a du monde dans la globalisation. Mais il faut un rééquilibrage. Il faut que le politique puisse dire, ça, nous, on ne veut pas. Vous voyez ou bien les territoires puissent dire, ça, nous, on ne veut pas. On vote une loi, par exemple, ou bien on attend un temps... latence, regarder, observer si cette loi est bonne ou pas. C'est pas l'automaticité. Il faut pas automatiser tout ça. Il faut prendre le temps, mais c'est difficile parce que souvent, une loi est influencée par des lobbies et c'est le lobby qui récupère. Par exemple, là, avec le vaccin, c'est passionnant puisqu'on ne sait plus, même si on a envie de se vacciner, on n'est pas contre le vaccin, mais le problème, de plus en plus de gens qui ont déjà 2 doses, ils hésitent à mettre une 3e dose parce qu'on leur a déjà dit qu'il faudra une 4e dose. Donc, c'est déjà. Alors, et là on voit, et là je dis, avec humour, il y aura l'iPhone 13, mais il y aura la 13e dose. Vous voyez? Parce que tous les 3 mois, et attention, parce que vous créez un marché comme ça. Oui. Et après, vous allez plus loin. Si le marché n'est pas assez grand, vous allez dire, je vais vacciner des jeunes qui n'ont aucun problème, qui sont immunisés naturellement s'ils attrapent la maladie. De 5 ans. Et là, vous dites, il y a combien d'enfants de 5 ans en France? Je sais pas, 5 millions. Allez, tant de doses.
Voilà, l'immondialisation, c'est un peu ça. Donc c'est un peu compliqué. Alors comment lutter ça? On va pas lutter contre ça. Il faut que la société civile prenne... Comment amener ce thème, ce sujet dans le débat pour la présidentielle? Parce que c'est aussi ça va se faire naturellement, la société civile. Pourquoi? Parce que, bien sûr, comme ils ont fait exploser, comme tu dis, pour lisser la droite, la gauche qui est plus, mais il y a un vide. Donc, de plus en plus d'ailleurs, on a bien vu, pendant les cantonales, il y a beaucoup de candidats libres qui étaient hors parti. Il y en a même qui ont gagné. Donc, aux députés, là, pendant l'élection de députés en juillet, peu importe le président n'aura pas de majorité. Le président ne pourra pas avoir de majorité, que ce soit Macron, Marine Le Pen, Zemmour, peut-être Pécresse, parce qu'elle a un groupe. Il sera très difficile dire qu'on a 300 députés. La majorité absolue. Absolue. Donc, la société civile, avec 50 ou 20 députés, fera la différence, fera la loi, va équilibrer tout ça. Donc il faut croire à la démocratie. La démocratie n'est pas morte, hein, et elle vit, et c'est difficile, mais donc là, moi j'incite dans chaque circonscription de France et d'outre-mer que des personnalités de la société civile s'engagent pour gagner les élections, pour faire un groupe de la société civile, un groupe de société civile ou humaniste, comme on veut, pour remettre un petit peu du rééquilibrage là-dedans. Ça veut dire que Harry Grondin va faire entendre sa voix? Moi, je vais être candidat sur la circonscription qui va de Saint-Clotilde à Saint-André, en passant par Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. C'est l'objectif. Sur la ville, il y a Farid Mangrolia, qui est la société civile qui voudrait se présenter. Donc là, sur la Réunion, nous, on a 2 déjà candidats de la société civile. Après, il y aura d'autres aussi. Je ne sais pas, c'est à eux de se révéler, à eux de se manifester. Donc aujourd'hui, c'est un appel du pied à ceux qui souhaiteraient porter l'image de société civile. Sachant que le président n'aura pas de majorité. C'est presque sûr, ça. Puisque l'AREM, il y aura... Dans le cas de Macron, s'il est réélu, c'est son objectif. C'est Macron. Oui. Son groupe, à vous de vous battre. C'est à eux et ça va être difficile pour eux sur le terrain. Vous voyez, parce que le terrain, il y aura un rejet parce que Macron, il sera élu avec les voix de qui? Les voix de la gauche. Donc la gauche. Là, c'est plus les voix de la droite. Là. Les deux. Parce que Macron, il est à 27%, mais ils viennent d'où ces 27%? Et la gauche est à 2, 3, 5%. Avant, ces gens-là votaient à gauche. Oui. Donc, c'est les voix de la gauche, fidèles, les voix fidèles du centre-gauche. On sait qu'en 2017, c'est la gauche qui a élu. Mais après, ces gens-là, quand ils vont voter Macron, mais ils vont peut-être voter un peu pour le candidat du parti qui est proche d'eux, voilà, pas forcément de la reine. Donc, il va se passer quelque chose de très intéressant, de passionnant. Vous ne croyez pas en cette volonté de la gauche de faire une primaire populaire? Non, c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est parce que c'est pas la gauche aujourd'hui, ce qui appelle la gauche, mais aujourd'hui ce sont des gens qui ont trahi l'idée, l'humanisme. Au fond, la gauche c'est l'humanisme. Mais eux, ils ont rallié l'immondialisme. C'est eux qui ont mis Macron, il est le pur produit de Hollande de Taubira, je dirais. Il était dans le gouvernement de Taubira. Il veut dire papa Hollande, maman Taubira, tati Anne Hidalgo et oncle Manuel Valls. Donc c'est la famille. Et c'est une famille. Ils se connaissent. Ils se parlent. Nous, on les connaît pas. Et à la télé, ils sont opposés, mais ils sont pas forcément opposés, je crois. Non, justement, on le voit. Parce qu'il est né. Toi, tu es né dans une famille. Bon, même si tu es fâché avec ta famille, ça reste ta famille. Ça reste ta famille. Voilà. Mais justement, et en plus, il y a un groupe derrière. Et c'est là où on voit, par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. C'est un candidat, apparemment, qui a de bonnes... Alors, Mélenchon, il est excellent. Et Mélenchon, il pourra faire un gros score s'il y a une grosse participation. La pression populaire. Mais, maintenant, voilà, il faut voir comment... Son score en 2017, il arrive 4e, je crois. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas su capitaliser ce qu'il a fait en 2017. Il a à 1%, et il est rentré trop peut-être dans... Il s'est pas
mis à la hauteur d'un futur président. Il est resté dans le combat de coq en bas. Donc, il aurait dû s'élever et c'est l'erreur. Et il est vu comme quelqu'un peut-être qui n'est pas la réalité, mais qui est vindicatif, plus agressif que modéré. Alors que, quand vous l'écoutez, il est bon. Non, je trouve qu'il a un discours. Mais vous voyez, il est quand même passé de 17% en 2017 à 11% pour les européennes. Et là, il est en dessous de 10% en intention de vote. En intention de vote. Mais c'est là où je trouve bizarre que la gauche n'arrive pas à s'entendre. Non, Macron, ils se sont mis à deux pour tuer la gauche. Ça veut dire Macron et Mélenchon. Parce que Mélenchon a fait scission avec la gauche. Il faut bien comprendre que Mélenchon est un sénateur depuis l'âge de 35 ans. C'est un crocodile dans la politique. C'est pas, à 35 ans, tu faisais quoi, toi? Moi, je dis à tous les jeunes de 35 ans, vous êtes quoi, là? Vous êtes en train de boire des coups? Et Mélenchon était sénateur. Ouais. Donc, après, quand tu écoutes son discours, il faudrait, voilà. Moi, je pense que quelqu'un qui aurait pu fédérer la gauche, à la FI, c'est François Ruffin. Pourquoi? Et c'est le jumeau de Macron. Il est d'Amiens. Il est du côté de la société civile, des opprimés, on va dire, et Macron du monde capital bourgeois. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes âges, tous les deux ont le même âge, et il est bon. Et donc, il aurait fallu qu'ils se mettent d'accord pour pousser François Ruffin et peut-être toute la gauche. Mais c'est pas possible, ça. Tout le monde pense qu'ils vont gagner. Hidalgo pense qu'elle va... De toute façon, son objectif, Hidalgo, c'est d'être devant les écologistes, pour dire que nous, on est toujours devant les écologistes. Et que les écologistes, pour les députés, c'est les écologistes qui vont voter pour les candidats PS. Que ce soit le candidat communiste, Roussel... Fabien Roussel, il est bien, mais il a un déficit de notoriété. Personne ne le connaît. Ouais. Mais voilà, après, ces gens-là, on ne connaît pas trop leur parcours. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé leur vie? On ne sait pas. Il existe encore une gauche, mais on n'a pas l'impression que cette gauche-là, elle est organisée. Mais le problème, c'est que la gauche, c'est que personne ne parle du pouvoir d'achat. Nous, les humanistes, on parle du pouvoir d'achat. C'est plus la gauche des années 80. Non, mais c'est surtout, c'est très facile. On a mis un droit au logement. On appelle ça le DAL. Ouais. Il faut mettre un droit qui garantit le pouvoir d'achat des Français, qui est la GPA. C'est pas la gestation pour autrui, la GPA. Il faut pas que ce soit ça. Eux, ils s'occupent des gestations, des GPA, problème sociétal, qui concernent une minorité de Français. Au lieu de s'occuper de la vraie GPA, la vraie GPA, c'est la garantie du pouvoir d'achat. Je crois que les gens, c'est ce qu'ils veulent. À la rigueur, faites votre mondialisation, faites ce que vous voulez, laissez-nous libres, donnez-nous notre garantie du pouvoir d'achat, et la société doit permettre à tous les enfants de France de se réaliser. Je termine là-dessus, Eric Grondin. C'est ça qui va être votre cheval de bataille, cette GPA-là, la gestion du pouvoir d'achat. Et la liberté, rendre la liberté inaliénable dans le temps. On pensait que c'était comme ça, mais il y a un risque d'impérial. Rendre la liberté inaliénable. La démocratie est en danger? Je ne pense pas. Non. Je pense que la société civile va apparaître sur la scène politique et ça va jouer son rôle. Et je ne pense pas que Macron, il est contre ça. Je pense même qu'il pousse à ça. C'est de revenir à une démocratie qui soit des gens qui ont un parcours de vie, pas des carriéristes, pas des gens qui disent je suis né, je fais Sciences Po, je suis directeur de cabinet, et tout est tracé, quoi. Ça veut dire que c'est déjà calculé, un peu comme Hollande. Hollande, c'est clair, lui. Lui, c'est vraiment, quand il a quitté l'ENA, il a dit je vais être président, ils se sont mis avec les copains, on va être président. Voilà, et ça, voilà. Mais on n'a pas parlé de Zemmour. On aura l'occasion d'y revenir avec vous parce qu'il est passionnant aussi, Zemmour. On arrive à la fin, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. D'accord. Donc on se reverra sur l'évolution parce que je pense qu'on va prendre le temps. Parce que Zemmour, il met la réunionisation de la France en avant. Et il met en avant la créolisation. Maintenant, j'enlève ce mot parce que j'ai l'impression que ce mot choque en France. Si on veut créolisation, si on veut... et en plus, la réalité, c'est la réunionisation. On est réunionnais, on s'est réunionisé. Réunioniser, ça veut dire quoi? Se mélanger. Oui. Donc, la France se mélange. Qu'on le veuille ou non. Que Zemmour le veuille ou non, on se mélange. Vous mettez des jeunes, ils font l'amour, ils font des enfants. Point à la ligne. Et c'est ça la réunionisation.
Et mais par contre, la réalisation doit être accompagnée. C'est la politique. Et là, la politique a son rôle à jouer. On va faire l'accompagnement. Et ça, qui peut faire ça mieux que nous? Nous, les créoles, et la Réunion. On est les meilleurs. On reviendra là-dessus la prochaine fois, justement, cette réunionisation, et voir un petit peu dans ce discours entre ce que disent Zemmour ou autres, comment ça peut évoluer. Merci Harry Grondin et bonne année tout le monde. Pour cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.